La veuve ne voulait qu'un travail, et elle a accepté de s'occuper des triplés. Mais les enfants du millionnaire étaient gâtés, cruels, presque insupportables, jusqu'à ce qu'elle voie une scène cachée qui allait tout changer à jamais. Derrière le manoir se cachait un secret capable de renverser la situation. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène observait la pluie par la fenêtre de son petit appartement tout en organisant les dernières factures sur la table de la cuisine. Les chiffres ne s'additionnaient pas, peu importe combien de fois elle refaisait les calculs. Son salaire de professeure remplaçante couvrait à peine le loyer, et les dépenses pour les soins spéciaux de Mathieu, son fils de 6 ans, épuisaient toutes les économies qui lui restaient. Ses yeux se posèrent sur l'étagère du salon, où un vieux livre à la couverture rouge et dorée attira son attention. C'était le livre de contes que Philippe, son mari, avait l'habitude de lire à Mathieu tous les soirs. Même durant les jours les plus difficiles, quand le petit garçon avait des crises sensorielles et n'arrivait pas à se calmer, la voix douce de son père racontant ses histoires magiques parvenait toujours à l'apaiser. Depuis que Philippe les avait quittés 3 mois auparavant, à cause d'une maladie cardiaque soudaine et imprévisible, Hélène luttait pour maintenir la routine. De son fils aussi stable que possible, Mathieu, avec son monde particulier et sa façon unique de communiquer, ressentait profondément l'absence de son père, surtout à l'heure du coucher. Un fort coup de tonnerre fit courir Mathieu du salon à la chambre de sa mère, ses petits pas résonnant dans le couloir. Hélène le trouva recroquevillé sous les couvertures, les mains couvrant ses oreilles sensibles au bruit. Sans hésiter, elle prit le livre de contes et s'assit à côté de lui. « Et si je te lisais une histoire, mon amour ?» chuchota-t-elle, ouvrant délicatement le livre. Les pages jaunies avaient l'odeur familière des dimanches après-midi et des étreintes de Philippe. Mathieu s'approcha lentement, ses yeux curieux fixés sur les illustrations colorées. Pendant qu'elle lisait, Hélène remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Entre les pages du livre, il y avait de petites annotations faites par Philippe. C'étaient des observations sur les réactions de Mathieu à chaque histoire, des détails sur ses moments préférés et même des suggestions de voix différentes pour chaque personnage. C'est à ce moment que le téléphone sonna, interrompant la lecture. C'était un appel qui allait complètement changer le cours de leur vie. À l'autre bout de la ligne, une voix formelle demandait si elle serait intéressée par un poste de nourrice pour des triplés. Le salaire proposé était 3 fois supérieur à ses revenus actuels. « Je dois vous informer que les enfants ont des besoins particuliers, » dit la voix. « Ils ont déjà eu plusieurs nounous, et aucune n'a réussi à établir une connexion adéquate. » Hélène regarda Mathieu, qui feuilletait maintenant le livre tout seul, complètement absorbé par les illustrations. Ses petits doigts traçaient les contours des dessins avec la même délicatesse que Philippe avait l'habitude d'avoir en tournant les pages. « Je comprends parfaitement ce que sont des besoins particuliers, » répondit Hélène, sa voix gagnant en assurance. « Quand puis-je commencer ?»« Si possible, dès demain, » répondit la voix. « L'adresse est rue des Magnolias, 1234, le manoir Dumont. » Hélène connaissait cette adresse. C'était l'une des plus grandes propriétés de la ville, entourée de hauts murs et de jardins qui furent autrefois luxuriants, mais qui semblaient maintenant aussi abandonnés que les histoires qui circulaient sur ses habitants. « Il y a juste une condition non négociable, » poursuivit la voix prenant un ton plus grave. « Jamais, sous aucune circonstance, ne mentionner la mère des enfants. » Avant qu'Hélène ne puisse questionner cette étrange exigence, l'appel fut terminé. Elle resta assise sur le lit, le téléphone encore à la main, tandis que Mathieu poursuivait son exploration silencieuse du livre d'histoire. Elle regarda à nouveau les factures éparpillées sur la table de la cuisine, visibles à travers la porte ouverte de la chambre. Puis son fils, si absorbé dans son monde particulier. La décision était déjà prise dans son cœur avant même que son esprit n'ait analysé toutes les implications. Elle prit le livre de contes et le serra contre sa poitrine, comme si elle y cherchait la force et la sagesse de Philippe. Demain serait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie et elle aurait besoin de tout le courage qu'elle pourrait rassembler. Le lendemain matin se leva froid et brumeux lorsqu'Hélène, tenant fermement la main de Mathieu, franchit les portes en fer du manoir Dumont. Le jardin, autrefois célèbre pour ses fleurs luxuriantes, était imprégné d'une atmosphère mélancolique. Des roses fanées et des parterres abandonnés racontaient silencieusement une histoire d'absence
et de négligence. L'imposante construction se dressait devant eux comme un géant endormi. Les fenêtres hautes et sombres semblaient les observer avec méfiance, tandis que la façade de pierre grise dégageait une froideur qui fit instinctivement serrer à Hélène le livre de comptes contre sa poitrine. Elle l'avait apporté comme un talisman. Mathieu, toujours sensible au changement d'environnement, s'accrocha plus fermement à la main de sa mère. Ses yeux parcouraient chaque détail de l'endroit avec un mélange de fascination et d'appréhension. Hélène savait interpréter chaque petit geste de son fils. La façon dont il mordillait légèrement sa lèvre inférieure indiquait qu'il traitait une grande quantité d'informations sensorielles. Avant qu'il n'atteigne la porte principale, celle-ci s'ouvrit, révélant une femme d'âge moyen, aux cheveux gris attachés en un chignon sévère et à l'expression austère. « Madame le roi ?» demanda-t-elle d'une voix contrôlée. « Je suis Rose, la gouvernante. Monsieur Édouard vous attend dans son bureau. » Hélène et Mathieu furent conduits à travers des couloirs silencieux où des tableaux recouverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes sur les murs. Le son de leurs pas résonnait sur le sol de marbre, créant une atmosphère encore plus solennelle. Mathieu serrait la main de sa mère à chaque nouvel environnement, ses yeux fixés sur les motifs géométriques du sol. Le bureau était une pièce spacieuse, dominée par un bureau en acajou massif. Derrière lui, un homme grand et élégant d'une quarantaine d'années regardait fixement par la fenêtre. Au bruit de la porte qui se fermait, il se retourna lentement. « Monsieur Édouard », annonça Rose, « Madame Hélène Leroy et son fils Mathieu. » Édouard Dumont avait des yeux profonds et fatigués, le genre de regard qui portait trop d'histoires à raconter. Son visage, bien que jeune, semblait marqué par d'anciennes préoccupations. Il observa Hélène quelques instants avant de parler, son regard se détournant brièvement vers Mathieu, qui explorait maintenant visuellement les étagères de livres qui couvraient les murs. « Madame Leroy », commença-t-il, sa voix grave remplissant la pièce. « J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous ameniez votre fils dès le premier jour. »« Je vous prie de m'excuser, » répondit fermement Hélène, « mais j'ai pensé qu'il valait mieux être transparente dès le début. Mathieu est une partie inséparable de ma vie, et si je dois m'occuper de vos enfants, je dois être certaine qu'il y a aussi de la place pour lui. » Un lourd silence suivit ces paroles. Édouard l'étudia avec plus d'attention, comme s'il réévaluait sa décision de l'embaucher. C'est alors qu'un bruit de verre brisé résonna dans le couloir, suivi de cris d'enfants. « Les triplés sont réveillés », annonça Rose, sa voix portant une note de résignation. Édouard ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait la patience. « Rose, s'il vous plaît, conduisez Madame Leroy pour rencontrer les enfants. » Et il hésita, regardant Mathieu. « Montrez une des chambres d'invités aux garçons. Il peut rester pour aujourd'hui jusqu'à ce que nous décidions des prochaines étapes. » Hélène suivit Rose à travers les couloirs, les sons d'agitation devenant de plus en plus proches. Mathieu marchait à ses côtés, toujours absorbé par les motifs du sol, s'arrêtant occasionnellement pour tracer des formes invisibles dans l'air avec ses doigts, sa façon particulière de traiter les nouveaux environnements. En tournant le dernier couloir, Hélène vit enfin les triplés. 3 enfants d'environ 8 ans, 2 filles et un garçon, se tenaient devant un vase brisé. Mais ce n'était pas la scène de destruction qui attira l'attention d'Hélène, c'était l'expression sur leur visage. Un mélange de défi et de vulnérabilité qu'elle connaissait bien pour le voir quotidiennement dans les yeux de son propre fils. Le garçon, en particulier, se tenait à l'écart de ses sœurs, ses mains bougeant selon des schémas répétitifs, tandis que ses yeux évitaient tout contact direct avec quiconque. Hélène reconnut immédiatement les signes. C'étaient les mêmes que Mathieu présentait dans des situations de surcharge sensorielle. Hélène observa attentivement les 3 enfants devant elle. Les filles, Claire et Sophie, étaient physiquement identiques, mais leur comportement était distinctement différent. Claire maintenait une posture défensive, bras croisés et regard provocateur, tandis que Sophie se cachait partiellement derrière sa sœur, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son chemisier. Charles, le garçon, restait à quelques pas de ses sœurs, ses yeux fixés sur un point distant du mur où un papier peint floral créait des motifs géométriques complexes. Ses mains se déplaçaient dans l'air, comme s'il dessinait des formes invisibles, d'une manière très similaire aux gestes que Mathieu faisait habituellement. Ce fut justement Mathieu qui brisa la glace de cette première rencontre. Sans aucune hésitation ou conscience de la tension dans l'environnement, il s'approcha de Charles,
ses yeux suivant le même motif sur le mur qui avait capturé l'attention de l'autre garçon. Pendant un moment, les deux restèrent côte à côte, leurs mains traçant des motifs similaires dans l'air. « Lui aussi, il voit les formes ?» demanda doucement Charles, sa première phrase depuis qu'Hélène était arrivée, sans détourner son regard du mur. « Oui, » répondit gentiment Hélène. « Mathieu trouve toujours des motifs intéressants là où d'autres personnes ne voient que de la décoration. » Claire fit un pas en avant, sa posture défensive s'adoucissant légèrement. « Charles dessine les motifs qu'il voit, » expliqua-t-elle, une touche de fierté fraternelle dans sa voix. Il a des cahiers remplis de ses dessins. Comme pour répondre à un signal, Charles détourna finalement son regard du mur et marcha jusqu'à un bureau proche, d'où il sortit un carnet de dessins. Avec des mouvements précis et délibérés, il l'ouvrit à une page spécifique et la montra à Mathieu. Le dessin était une reproduction complexe du même motif floral du mur, mais transformé en une sorte de labyrinthe géométrique hypnotisant. Mathieu était fasciné. Ses doigts planaient au-dessus du dessin sans le toucher, respectant instinctivement le travail de l'autre garçon. Hélène sentit son cœur se serrer devant ce moment de connexion silencieuse entre les deux enfants. « Avez-vous d'autres dessins ?» demanda Hélène, s'adressant à tous les enfants. Sophie, encore partiellement cachée, acquiesça timidement. « Charles a une chambre juste pour dessiner, » murmura-t-elle. « Mais nous ne pouvons le montrer à personne. Ce sont les règles. » Hélène remarqua une ombre passer sur le visage de Rose, la gouvernante, qui observait la scène avec une expression difficile à déchiffrer. Les règles semblaient être un sujet délicat dans le manoir. « Et si nous commencions notre journée avec une histoire ?» suggéra Hélène, sortant le livre de contes de son sac. « Ce livre est très spécial pour Mathieu et moi. Il contient des histoires merveilleuses qui peuvent être encore plus intéressantes si elles sont partagées. » Claire fronça les sourcils, méfiante. « Nous ne sommes plus des bébés pour écouter des histoires, » déclara-t-elle. Mais Hélène remarqua comment ses yeux se fixèrent sur la couverture dorée du livre. « Les histoires ne sont pas seulement pour les bébés, » répondit Hélène avec un sourire gentil. « Parfois, elles nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et certaines d'entre elles ont des illustrations qui semblent danser sur les pages. » En mentionnant les illustrations, Charles reporta son attention sur le livre, clairement intéressé. Sophie fit un petit pas hors de sa position protégée derrière sa sœur. Hélène ouvrit le livre à l'une des pages marquées par Philippe, où une illustration particulièrement belle montrait un jardin enchanté. Les annotations dans les marges indiquaient que c'était l'une des histoires préférées de Mathieu. « Voici l'histoire du jardin des souvenirs », commença Hélène, sa voix prenant le ton doux que Philippe utilisait toujours pendant les lectures, nocturne, un endroit où chaque fleur gardait un souvenir spécial. Tandis qu'elle lisait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants, progressivement, s'approchèrent. D'abord Charles, qui s'assit par terre près de Mathieu, son carnet de dessin encore ouvert sur ses genoux. Puis Sophie, qui trouva une place près de la fenêtre, les jambes croisées et les yeux fixés sur les illustrations. Enfin, même Claire, maintenant toujours une distance prudente, s'adossa au mur pour écouter. Rose observait la scène avec un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans ses yeux fatigués. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle voyait les triplés aussi calmes et réceptifs à une nouvelle présence dans leur routine. Dans les jours qui suivirent, Hélène établit une routine douce mais constante dans le manoir. Les matinées commençaient par des histoires du livre de contes, qui restaient maintenant stratégiquement placées dans le salon, ses pages usées, conservant non seulement les annotations de Philippe, mais aussi de petits dessins que Charles avait commencé à ajouter dans les marges. Édouard Dumont, initialement réticent à la présence de Mathieu, fut surpris de constater comment le garçon était devenu un pont naturel entre son fils Charles et le monde extérieur. Les deux garçons avaient développé un langage propre, fait de gestes et de dessins, qui commençait peu à peu à inclure aussi les filles. Un après-midi particulièrement silencieux, alors que les enfants étaient absorbés par leurs activités, dans le salon, Hélène remarqua quelque chose de curieux. Plusieurs des tableaux recouverts par les draps blancs avaient de petites marques de crayon à leur base. En s'approchant de l'un d'eux, elle s'aperçut qu'il s'agissait de numéros apparemment faits de la main de Charles. « Ce sont des codes », expliqua Sophie à voix basse, s'approchant timidement d'Hélène. « Charles catalogue tout ce qu'il considère important. » Claire,
qui feignait de ne pas prêter attention en feuilletant un magazine, ajouta « Il a commencé à faire ça après qu'elle soit partie ». Hélène sentit le poids de ces mots non dits. C'était la première fois que l'un des enfants mentionnait, même indirectement, leur mère. Le silence qui suivit fut rompu par le son doux d'un piano venant de quelque part dans le manoir. « Papa joue », chuchota Sophie, ses yeux s'illuminant. « Il ne joue que lorsqu'il est… » « Chut !» Claire interrompit brusquement sa sœur. « Nous ne pouvons pas parler de ça. » Mais Hélène avait déjà compris. Le son venait de l'aile ouest du manoir, une zone que Rose lui avait spécifiquement conseillé d'éviter. Les notes du piano, bien que distantes, portaient une mélancolie qui semblait résonner dans les couloirs vides. Charles, qui jusqu'alors était concentré sur son carnet de dessin avec Mathieu, se leva brusquement et commença à chercher quelque chose sur les étagères. Avec des mouvements précis, il sortit un grand album poussiéreux, ses pages jaunies par le temps. « Charles, non !» Claire tenta de l'arrêter, mais son frère avait déjà ouvert l'album à une page spécifique. C'était une vieille photographie, montrant un groupe de personnes dans un jardin luxuriant. Le même jardin qui dépérissait maintenant à l'extérieur du manoir. Au centre de l'image, une jeune femme radieuse souriait en jouant d'un piano à queue blanc entouré de fleurs. Hélène sentit son cœur se serrer, en reconnaissant dans les traits de cette femme les mêmes yeux expressifs des triplés. Plus surprenant encore fut de remarquer, partiellement visible dans le coin de la photo, une silhouette qui lui sembla familière, une femme élégante qui semblait observer la scène avec un intérêt particulier. Avant qu'elle ne puisse mieux, examiner l'image. Des pas lourds dans le couloir annoncèrent l'arrivée de Rose. Avec une agilité surprenante, Claire rangea l'album tandis que Sophie couvrait les dessins de Charles avec quelques magazines. Mathieu, percevant la tension soudaine, chercha instinctivement la main d'Hélène. « Monsieur Édouard demande votre présence dans son bureau, Madame Hélène », annonça Rose, son ton formel masquant une note d'inquiétude. Immédiatement. Tandis qu'elle suivait la gouvernante dans les couloirs, Hélène ne pouvait chasser de ses pensées l'image de cette femme dans le coin de la photographie. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son expression, quelque chose qui suggérait que les secrets du manoir Dumont étaient encore plus complexes qu'elle ne l'imaginait. Le son du piano avait cessé, mais son écho semblait persister dans les murs comme un rappel persistant d'histoires non racontées. Hélène serra inconsciemment le pendentif qu'elle portait au cou, un cadeau de Philippe qui l'aidait toujours à trouver du courage dans les moments difficiles. Dans le bureau, Édouard se tenait debout près de la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la faible lumière du soir. Sans se retourner, il commença à parler d'un ton contrôlé qui dissimulait à peine sa tension. « Madame Hélène, j'ai reçu un appel aujourd'hui qui m'a beaucoup préoccupé, » dit-il, se tournant finalement pour la regarder. « Connaissez-vous l'organisation Cercle de Lumière ?» Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Le nom lui était familier. Une ONG internationale reconnue pour son travail auprès d'enfants neuroatypiques. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à préciser pour le moment. « Seulement de nom », répondit-elle avec prudence. « Leur fondatrice, la docteure Régine André, m'a contacté. Elle… » Édouard hésita, passant sa main dans ses cheveux dans un geste d'évident inconfort. Elle était la coordinatrice scolaire des triplés avant de fonder l'ONG. Et maintenant, elle remet en question votre capacité à prendre soin des enfants. Hélène sentit son sang se glacer. Pour quelle raison? Selon elle, vous n'avez pas de qualification formelle pour vous occuper d'enfants neuroatypiques. Elle suggère que les triplés, surtout Charles, ont besoin d'un suivi professionnel spécialisé. Édouard s'approcha de son bureau, prenant une enveloppe. Elle a envoyé une proposition formelle pour inclure les enfants dans un programme expérimental de l'ONG. Hélène observa l'enveloppe dans les mains d'Édouard, se souvenant soudainement de la silhouette sur la photographie qu'elle avait vue plus tôt. La femme dans le coin de l'image, pourrait-il s'agir de la même personne? « Monsieur Édouard, » commença Hélène, choisissant soigneusement ses mots, « je n'ai peut-être pas de diplôme spécifique, mais j'ai une expérience pratique. En tant que mère de Mathieu, j'ai appris que chaque enfant est unique et que parfois, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de quelqu'un qui les écoute et respecte leur propre rythme. » Édouard l'étudia pendant un long moment avant de répondre. « Je sais, »
J'ai observé les changements chez les enfants depuis votre arrivée. Charles dessine plus que jamais. Sophie a commencé à parler pendant les repas et même Claire, il sourit légèrement, eh bien, elle a arrêté d'essayer de s'enfuir par la fenêtre de sa chambre. Un silence confortable s'établit entre eux, brisé seulement par le son lointain de rires d'enfants venant du jardin. Édouard marcha jusqu'à la fenêtre à nouveau et Hélène le suivit. En bas, les 4 petits étaient assis en cercle sur l'herbe, apparemment absorbés par une activité. « Ils sont heureux », murmura Édouard, plus pour lui-même que pour Hélène. « Je ne les avais pas vus ainsi depuis… » Sa voix faiblit, et Hélène réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait montrer de la vulnérabilité. Ses yeux étaient fixés sur les enfants, mais ses pensées semblaient être ailleurs, dans un autre temps. « La docteure Régine », continua-t-il après un moment, sa voix plus ferme. « Elle était très présente dans la vie de ma femme pendant la dernière année ou sitôt pendant la dernière année, insistant toujours sur le fait que les enfants avaient besoin d'un traitement spécialisé, que nous échouions en tant que parents en ne suivant pas ses recommandations. » Hélène sentit son cœur se serrer. Les pièces commençaient à s'assembler, formant un tableau qui l'inquiétait de plus en plus. « Les enfants m'ont montré quelque chose aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Un album de photos. Il y avait une image de votre femme au piano dans le jardin. » Édouard se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Il ne montre jamais cet album à personne. Jamais. Il y avait une femme sur la photo, continua Hélène, qui observait la scène. Était-ce la docteure Régine? Avant qu'Édouard ne puisse répondre, ils furent interrompus par des coups urgents à la porte. Rose entra précipitamment, son visage habituellement composé maintenant marqué par l'inquiétude. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte. C'est la docteure Régine. Elle exige de voir les enfants immédiatement. » Édouard pâlit, mais sa voix resta ferme. « Rose, emmenez les enfants à l'intérieur. Madame Hélène, s'il vous plaît, restez avec eux. Je vais m'occuper de cela. » Tandis qu'elle suivait Rose vers le jardin, Hélène ne put s'empêcher de remarquer comment les épaules d'Édouard s'étaient tendues, comme s'il se préparait à une bataille longtemps reportée. Le bruit de talons hauts sur le sol de marbre résonnait dans les couloirs du manoir, tandis qu'Hélène pressait les enfants en direction de la bibliothèque. Mathieu, sensible à la tension dans l'air, s'accrochait à sa main, tandis que les triplés suivaient en silence, échangeant des regards inquiets entre eux. Charles, cependant, s'arrêta brusquement au milieu du chemin. Avec des mouvements rapides et précis, il sortit son carnet de dessin de son sac à dos et commença à feuilleter frénétiquement les pages. « Pas maintenant, Charles », chuchota Claire, tirant le bras de son frère. Mais le garçon était déterminé. Il trouva finalement la page qu'il cherchait et la montra à Hélène. Le dessin fit s'arrêter son cœur un instant. C'était un portrait parfaitement détaillé de la femme qu'elle avait vue sur la photographie de l'album, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Dans les traits dessinés par Charles, le sourire poli laissait place à quelque chose de plus sombre, presque prédateur. « Elle regardait toujours maman comme ça », murmura Sophie, sa voix tremblant légèrement, comme si maman était l'une de ses expériences. Le son de voix altérée venant du hall d'entrée les fit entrer rapidement dans la bibliothèque. Rose ferma les portes derrière eux, mais pas avant qu'Hélène ne saisisse des fragments de la discussion. N'avait pas le droit d'interférer. Les enfants ont besoin d'aide professionnelle. Avait déjà causé suffisamment de dégâts. Dans la bibliothèque, Charles continuait à dessiner frénétiquement, ses mains se déplaçant avec urgence sur le papier. Mathieu s'assit à côté de lui, observant fasciné le processus. Claire et Sophie s'approchèrent de l'une des grandes fenêtres, leurs yeux fixés sur le jardin en contrebas. « Elle va essayer de nous emmener à nouveau, » dit Claire, sa voix portant une maturité au-delà de ses années. « Comme elle a essayé la dernière fois, quand maman était encore… » Claire, avertit doucement Rose, mais Hélène remarqua que la gouvernante elle-même était pâle et tendue. Hélène s'approcha de Charles, qui montrait maintenant une nouvelle page de son carnet. C'était une séquence de dessins, comme une bande dessinée, représentant des scènes qui firent retourner son estomac. Une femme élégante, séparant les triplés de leur mère, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, manipulant des situations pour créer de la distance entre la famille. Charles a toujours su, parla doucement Rose, regardant les dessins par-dessus l'épaule d'Hélène. Il voyait tout, enregistrait tout, mais ne pouvait pas l'exprimer avec des mots. Personne ne
réalisait que ses dessins étaient en réalité un journal de ce qui se passait. Un bruit de porte qui claque à l'étage inférieur fit sursauter tout le monde. Des pas lourds montaient l'escalier, et bientôt, Édouard entra dans la bibliothèque, son visage un masque d'inquiétude et de détermination. « Elle est partie pour l'instant », annonça-t-il, « mais elle reviendra avec une ordonnance du tribunal. Elle allègue négligence et risque psychologique. » Hélène sentit une vague de protection l'envahir. Elle ne peut pas faire ça. Pas après tout ce qu'elle a fait. C'est alors qu'elle remarqua que Charles s'était levé et remettait son carnet de dessin à son père. Édouard le prit d'une main tremblante, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il tournait les pages. « Mon Dieu !» murmura-t-il, s'effondrant lourdement dans un fauteuil proche. Tout ce temps, tout était là. Chaque manipulation, chaque moment où elle a isolé votre mère, chaque... Sa voix faiblit, et pour la première fois depuis qu'Hélène l'avait rencontrée, elle vit des larmes dans ses yeux. Claire et Sophie coururent pour l'étreindre, tandis que Charles resta où il était, sa main trouvant celle de Mathieu dans un geste de réconfort mutuel. « Madame Hélène, dit Édouard après un moment, sa voix retrouvant de la fermeté, « nous avons besoin de votre aide. Je ne peux pas permettre qu'elle fasse cela à nouveau. Je ne peux pas permettre qu'elle sépare cette famille une fois de plus. » Hélène regarda les enfants. Mathieu, les dessins qui racontaient une histoire de manipulation et de douleur, mais aussi de résistance et d'amour. Elle prit le livre de contes qu'elle portait toujours avec elle et le serra contre sa poitrine. « Nous ne le permettrons pas, » répondit-elle avec conviction. « Ensemble, nous protégerons cette famille. » Le lendemain matin, le manoir Dumont semblait différent. Le silence habituel avait cédé la place à une nouvelle énergie, comme si la maison entière se réveillait d'un long sommeil. Édouard réunit tout le monde dans le salon, y compris Rose, pour discuter des prochaines étapes. « J'ai reçu une notification du tribunal », commença-t-il, tenant un document officiel. La docteure Régine a demandé une audience d'urgence pour évaluer la garde des enfants. Elle utilise son influence dans l'ONG pour faire pression sur le juge. Hélène, assise sur le canapé avec Mathieu sur ses genoux, observait les réactions des enfants. Claire maintenait sa posture protectrice habituelle, mais il y avait un tremblement dans ses mains qui révélait sa peur. Sophie se blottit encore plus près de sa sœur, tandis que Charles, étonnamment, restait calme, dessinant dans son nouveau carnet. « Mais elle ne peut pas simplement prendre les enfants, » protesta Rose, sa voix tremblant d'indignation. « Pas après tout ce qui s'est passé. » Édouard passa sa main sur son visage, fatigué. « Elle a des connexions puissantes et une réputation apparemment impeccable dans le travail avec les enfants neuroatypiques. Elle argue que les enfants ont besoin d'un suivi professionnel spécialisé. » C'est à ce moment que Charles se leva, s'approchant de son père avec son carnet. Les pages étaient remplies de nouveaux dessins, différents des précédents. Ceux-ci montraient des scènes de la vie actuelle au manoir. Hélène lisant « Des histoires à tous », Mathieu et lui partageant des moments de connexion silencieuse, les sœurs souriant pendant les repas, Édouard jouant du piano pendant que les enfants dessinaient. « C'est notre famille maintenant », dit Charles, sa voix douce mais ferme surprenant tout le monde. Il était rare qu'il s'exprime verbalement de façon aussi claire. Édouard prit le carnet d'une main tremblante, ses yeux parcourant chaque détail des dessins. « Oui, mon fils, c'est notre famille. » Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes en voyant la transformation qui se déroulait devant elle. L'homme distant et froid qu'elle avait rencontré des semaines auparavant regardait maintenant son fils avec tant d'amour et de compréhension qu'il semblait être une personne complètement différente. « J'ai une idée, » dit Hélène, se souvenant de quelque chose. « Les dessins de Charles ne sont pas seulement de l'art, ce sont des documents. Ils racontent une histoire, montrent la vérité de ce qui s'est passé et de ce qui se passe maintenant. » Claire s'approcha intéressée. « Comment les dessins peuvent-ils nous aider ?»« Nous pouvons créer un journal visuel, » expliqua Hélène, son enthousiasme grandissant. « Pas seulement avec les dessins qui montrent le passé, mais aussi avec des enregistrements du présent. Des photographies, des vidéos, des témoignages. Nous pouvons montrer aux juges comment les enfants s'épanouissent ici. » Sophie, qui se manifestait rarement dans les discussions familiales, surprit tout le monde en disant « Puis-je montrer mon carnet de poésie ?» J'ai commencé à écrire après l'arrivée d'Hélène. Édouard regarda sa fille avec surprise et fierté. « Tu écris de la poésie ?» Sophie rougit mais hocha la tête. « C'est sur notre famille, sur comment c'est différent maintenant, comment c'est mieux. Et j'ai gardé tous les rapports d'incidents que l'ancienne école faisait sur le comportement des enfants.
ajouta Rose. Nous pouvons les comparer aux rapports actuels. La différence est impressionnante. Mathieu, qui était resté silencieux en observant tout, se leva et alla vers son sac à dos. Il revint avec le livre de comptes, l'ouvrant à une page spécifique, où il y avait une annotation de Philippe. Parfois, les histoires les plus importantes sont celles que nous écrivons ensemble. Hélène sentit son cœur se serrer devant la sagesse involontaire de son fils. « C'est ça », dit-elle, regardant tout le monde dans la pièce. « Nous allons raconter notre histoire. Pas de la façon dont la docteure Régine veut la raconter, mais à notre façon. Avec vérité, avec amour, avec toutes les petites victoires et progrès que nous avons conquis ensemble. » Édouard se leva, une nouvelle détermination dans son regard. « Je vais appeler mon avocat tout de suite. » Et il hésita un moment, regardant Hélène. « J'aimerais que vous habitiez ici de façon permanente, vous et Mathieu, si vous le souhaitez, bien sûr. » Le silence qui suivit fut rompu par Claire, qui, pour la première fois depuis qu'Hélène la connaissait, ouvrit un sourire sincère. « S'il te plaît, dis oui. Mathieu peut rester dans la chambre à côté de celle de Charles, et tu peux être notre vraie maman, » compléta Sophie dans un murmure, avant de couvrir sa bouche de ses mains, effrayée par sa propre audace. Hélène regarda Mathieu, qui souriait sereinement, déjà parfaitement à l'aise dans cet espace qui était devenu son foyer, puis les enfants qui l'observaient avec espoir dans les yeux. Et finalement Édouard qui attendait sa réponse avec une expression qui mêlait anxiété et quelque chose de plus, quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Les jours qui suivirent furent de préparation intense. Le manoir, autrefois plongé dans la mélancolie, prit une nouvelle vie. Hélène et les enfants décidèrent de commencer la restauration par le jardin, comme un symbole de la renaissance de la famille. Par un matin ensoleillé, tous étaient réunis parmi les parterres abandonnés. Édouard, qui normalement serait dans son bureau à 7 heures, surprit tout le monde en apparaissant manches retroussées, prêt à aider. « Maman adorait le jardinage », commenta Sophie, tandis qu'ils enlevaient les mauvaises herbes. Elle disait que chaque fleur avait sa propre histoire à raconter. Édouard s'arrêta un moment, ses mains sales de terre tremblant légèrement. C'était la première fois que les enfants parlaient si ouvertement de leur mère en sa présence. « Elle avait raison », répondit-il doucement. « Et je pense qu'il est temps que nous redécouvrions ces histoires. » Charles, qui était assis à l'ombre d'un arbre avec son carnet, commença à dessiner frénétiquement. Mathieu s'approcha, observant avec fascination, tandis que les lignes sur le papier formaient un portrait de la famille, travaillant dans le jardin. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce dessin. Parmi les fleurs qui n'existaient pas encore, une figure éthérée souriait à tous. « C'est maman », expliqua Claire à Hélène, sa voix étranglée. « Charles la dessine toujours comme ça, comme si elle nous observait. » Hélène sentit des larmes dans ses yeux mais continua à travailler. Peu à peu, le jardin commençait à montrer des signes de vie. Rose apporta une vieille boîte du grenier, pleine de photos qui montraient comment était le jardin dans ses jours de gloire. « Regardez !» s'exclama Sophie, pointant l'une des photos. Le piano blanc était juste là, près des rosiers. Édouard s'approcha, ses yeux fixés sur l'endroit indiqué. Oui, c'était son endroit préféré. Nous avions l'habitude de faire de petits concerts en plein air les week-ends. « Pourquoi avons-nous arrêté ?» demanda Claire, sa voix portant un mélange de tristesse et d'accusation. Édouard respira profondément avant de répondre. « Parce que la docteure Régine a dit que c'était trop de stimulation pour vous, que nous avions besoin d'un environnement plus contrôlé, plus thérapeutique. » Sa voix faiblit sur le dernier mot. « Mais elle avait tort, » intervint doucement. « Hélène, les enfants ont besoin de vie, de couleurs, de musique. Ils ont besoin d'espace pour être eux-mêmes. » Comme pour confirmer ses paroles, Mathieu, qui évitait habituellement les nouvelles textures, avait les mains dans la terre, plantant de petites pousses de fleurs à côté de Charles. Les deux garçons travaillaient en synchronie silencieuse, créant leurs propres motifs dans le parterre. « Madame Hélène » appela Rose, s'approchant avec un autre objet trouvé au grenier, un appareil photo ancien. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires de Madame Marine. Elle avait l'habitude de photographier tous les moments importants de la famille. » Hélène prit l'appareil avec soin. « C'est parfait. Nous pouvons documenter notre propre histoire maintenant. » Édouard observa tandis qu'Hélène organisait tout le monde pour une photo. Les enfants, sales de terre mais souriants, se positionnèrent naturellement. Mathieu,
et Charles côte à côte, leurs mains encore sales de terre levées dans un geste identique. Claire et Sophie enlacées, pour la première fois sans tension ni peur dans les yeux. « Attendez, » dit Édouard, se dirigeant rapidement vers l'intérieur de la maison. Il revint quelques minutes plus tard portant quelque chose recouvert d'un tissu. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Sophie, curieuse. Avec soin, Édouard enleva le tissu, révélant un petit clavier portable. Ce n'est pas le piano original, mais... Il sourit timidement. J'ai pensé que nous pourrions commencer à créer de nouveaux souvenirs musicaux. Les yeux des enfants brillèrent. Édouard plaça le clavier dans le jardin, exactement là où le piano blanc se trouvait autrefois. Ses doigts trouvèrent les touches naturellement, et une douce mélodie commença à s'écouler. Hélène enregistra le moment avec l'appareil photo. Édouard jouant, les enfants autour de lui, le jardin commençant à renaître. Mais plus important que la photo elle-même était ce qu'elle représentait. Une famille qui se reconnectait, qui guérissait, qui grandissait ensemble, comme les fleurs qu'ils plantaient maintenant. Rose, observant la scène, murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. Madame Marine serait si heureuse de voir cela. Et pour la première fois, le nom de la mère des enfants n'apporta pas de douleur, seulement une douce nostalgie mêlée d'espoir. Dans le ciel, de doux nuages dansaient au son de la musique qui remplissait maintenant le jardin, comme si l'univers lui-même souriait à cette famille qui enfin retrouvait son chemin vers la lumière. L'après-midi tombait lorsque Rose trouva Hélène dans le grenier du manoir, parmi des boîtes poussiéreuses et des souvenirs gardés. La gouvernante portait l'expression de quelqu'un qui avait finalement pris une décision difficile. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer », dit Rose, sortant une vieille clé de la poche de son tablier. D'un pas décidé, elle se dirigea vers un coffre en chêne caché sous un vieux rideau de velours. Le coffre grinça en s'ouvrant, révélant des dizaines de lettres, des cassettes vidéo et un journal relié en cuir bleu. « Madame Marine m'a fait promettre de garder ceci. Elle a dit qu'un jour quelqu'un aurait besoin de connaître toute la vérité. » Hélène prit le journal d'une main tremblante. Les pages étaient remplies d'une calligraphie délicate et ferme, des mots qui racontaient une histoire qui n'aurait jamais dû être réduite au silence. Marine a commencé à écrire quand la docteure Régine est entrée dans nos vies, expliqua Rose, sa voix chargée d'émotion. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, qu'elle était manipulée, mais ne pouvait pas le prouver. Les pages du journal révélaient un schéma perturbant. La docteure Régine s'était approchée de la famille en offrant une aide spécialisée pour Charles, mais avait rapidement commencé à interférer dans tous les aspects de la vie familiale. Elle suggérait que les activités musicales étaient néfastes, que le jardin était un environnement trop stimulant, que les enfants devaient être séparés pour un traitement individualisé. Elle a isolé Marine de tous, continua Rose, montrant quelques lettres. Elle a convaincu Édouard que sa femme était émotionnellement instable, que ses inquiétudes faisaient partie d'un tableau d'anxiété. Même moi, j'ai commencé à douter. Hélène trouva une entrée spécifique dans le journal qui lui serra le cœur. Aujourd'hui, la docteure Régine a suggéré que mon amour nuit aux enfants, que mon désir de les garder ensemble est égoïste. Mais comment peut-il être mauvais de vouloir que mes enfants grandissent ensemble, se soutenant, s'aimant? Claire est si protectrice envers ses frères et sœurs, Sophie s'épanouit quand elle est avec eux, et Charles, mon petit artiste, ne communique vraiment qu'à travers ses dessins. Les séparer serait comme arracher des fleurs du même jardin en espérant qu'elles poussent mieux seules. Entre les pages, Hélène trouva des photographies, des moments heureux, de la famille avant l'interférence de la docteure Régine. Sur l'une d'elles, Marine jouait du piano dans le jardin tandis que les enfants dansaient autour. Sur une autre, Édouard souriait ouvertement, enlaçant sa femme, sans l'ombre de préoccupation qu'il portait maintenant constamment. Madame Marine avait un plan, révéla Rose, prenant une enveloppe scellée du fond du coffre. Elle rassemblait des preuves, documentait tout. Elle prévoyait d'exposer les pratiques manipulatrices de la docteure Régine, pas seulement avec notre famille, mais avec d'autres aussi. Hélène ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée au futur, une lettre pour la personne qui un jour assumerait le rôle de s'occuper de ses enfants. À qui trouvera cette lettre? Si vous lisez ceci, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, vous avez gagné la confiance de mes enfants. Vous avez dû remarquer qu'ils sont spéciaux,
non pas pour leurs différences, mais pour leurs cœurs immenses et leur capacité à aimer profondément. Claire peut sembler dure à l'extérieur, mais elle ressent tout intensément. Sophie garde de la poésie dans son silence. Et Charles voit le monde d'une façon que peu peuvent comprendre, mais ses dessins sont des fenêtres sur son âme. Je vous demande de les garder unis, de leur permettre de grandir ensemble, se soutenant, se renforçant. Ne laissez personne dire que l'amour familial est moins important que des protocoles et des théories. Et si un jour la docteure Régine revient, car je sais qu'elle reviendra, utilisez la vérité comme votre arme. Dans ce coffre se trouve toute la preuve de sa manipulation. Pas seulement avec notre famille, mais avec d'autres aussi. Il y a des témoignages, des documents, des preuves que son traitement spécialisé n'est qu'un masque pour le contrôle et le pouvoir. Prenez soin d'eux, aimez-les, et plus important encore, laissez-les vous aimer en retour. Avec espoir. Marine. Dumont. Hélène sentit des larmes couler sur son visage tandis qu'elle terminait de lire. Rose pleurait aussi silencieusement. Madame Marine savait, dit doucement la gouvernante. Elle savait qu'un jour quelqu'un comme vous viendrait. Quelqu'un qui comprendrait que l'amour et l'acceptation sont plus puissants que n'importe quelle théorie ou méthode. Le bruit de pas dans le couloir les fit se retourner. Édouard se tenait à la porte du grenier, ses yeux fixés sur le journal dans les mains d'Hélène. « Je n'ai jamais su », sa voix défaillit, faisant 2 pas incertains en avant. Tout ce temps, Hélène se leva, tenant toujours le journal et la lettre. Marine a tout documenté, Édouard. Elle luttait pour protéger sa famille, à sa façon. Le contenu du coffre changea tout. Édouard passa toute la nuit dans son bureau, lisant chaque lettre, regardant chaque vidéo, redécouvrant l'épouse qu'il avait perdue non seulement physiquement, mais aussi dans ses souvenirs manipulés. Le lendemain matin, le manoir se réveilla différent. Édouard réunit tout le monde dans la salle de musique, une pièce qui était restée fermée à clé pendant des années. Les rideaux furent ouverts pour la première fois depuis longtemps, laissant la lumière du soleil danser sur le piano, à queue qui dominait l'espace. « Les enfants », commença-t-il, sa voix portant une émotion nouvelle. « Votre mère a laissé quelque chose pour vous. Quelque chose que j'ai gardé trop longtemps. » Avec précaution, il ouvrit le piano et en retira une enveloppe jaunie. « Elle a écrit une lettre pour chacun de vous, et avec chaque lettre, il sourit doucement. Il y a une musique. » Claire fut la première à s'approcher, ses mains tremblant en prenant son enveloppe. À l'intérieur, il y avait une partition intitulée « Gardienne », accompagnée d'une lettre qu'elle commença à lire à haute voix. « Ma petite protectrice, ta force ne réside pas dans la dureté, mais dans l'amour immense que tu portes. Continue à prendre soin de ton frère et de ta sœur, mais permette-toi aussi d'être prise en charge. La musique que j'ai écrite pour toi est forte comme ton esprit, mais douce comme ton cœur. » Sophie reçut une composition appelée « Murmure de poésie » et une lettre qui parlait de la beauté de sa voix intérieure. Charles trouva dans son enveloppe un dessin fait par sa mère, accompagné d'une mélodie intitulée « Couleur du silence ». Édouard s'assit au piano, ses mains planant un moment au-dessus des touches avant de commencer à jouer. La musique de Claire remplit la pièce, une mélodie qui commençait déterminée et révélait peu à peu des couches de tendresse, exactement comme la personnalité de la fillette. Hélène observait la scène avec Mathieu sur ses genoux, sentant le petit se détendre au son de la musique. Charles s'était assis par terre, dessinant au rythme de la mélodie, tandis que Sophie fermait les yeux, se laissant emporter par l'harmonie. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, Claire courut embrasser son père, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps. « Pouvons-nous jouer la musique de Sophie maintenant ?» Édouard sourit, s'ajustant à nouveau au piano. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Sophie le surprit. « Puis-je essayer ?» demanda-t-elle timidement. « Maman m'apprenait avant... » Avec douceur, Édouard l'aida à se positionner sur le banc du piano. Les petits doigts de Sophie trouvèrent les touches avec une mémoire que le temps n'avait pas effacée. Les premières notes de sa musique étaient comme des gouttes de pluie douce, devenant une rivière d'émotions contenues. Hélène remarqua que Rose était entrée dans la pièce portant le livre de contes. La gouvernante l'ouvrit à une page spécifique et commença à lire doucement, sa voix se mêlant à la musique. « Il y a des histoires
qui doivent être racontées non pas avec des mots, mais avec le cœur. Des histoires qui parlent d'amour, de perte, de recommencement. Des histoires qui nous rappellent que la famille n'est pas seulement ceux qui naissent avec nous, mais ceux qui choisissent de rester à nos côtés. Mathieu glissa des genoux d'Hélène et alla s'asseoir à côté de Charles, qui dessinait maintenant sa famille, non pas comme elle était avant, non pas comme elle aurait pu être, mais comme elle était maintenant, imparfaite, différente, mais complète à sa façon. Édouard observait tout avec des yeux embués, sa main trouvant discrètement celle d'Hélène. Le contact était timide, hésitant, mais portait une promesse d'avenir. Marine disait toujours, commenta doucement Rose, que la musique a le pouvoir de guérir les cœurs brisés, que chaque note est une chance de reconstruire ce qui a été brisé. Sophie finit de jouer sa musique, et le silence qui suivit n'était plus lourd ou triste. C'était un silence plein de possibilités, d'espoir, d'amour renouvelé. « Elle a aussi laissé une musique pour vous », dit Édouard à Hélène, surprenant tout le monde. De l'enveloppe, il sortit une partition intitulée « Pour celle qui viendra après ». Comment pouvait-elle? Hélène commença à demander, mais Édouard l'interrompit gentiment. Marine disait toujours que l'amour trouve son chemin, que, lorsque nos cœurs sont ouverts, les bonnes personnes entrent dans nos vies au moment exact où nous avons besoin d'elles. La musique qu'Édouard joua ensuite était différente des autres. C'était une mélodie qui parlait de nouveaux départs, de courage pour aimer à nouveau, de familles qui se construisent non seulement avec le sang, mais avec des choix quotidiens de rester ensemble. La semaine qui précéda l'audience fut intense au manoir Dumont. L'avocat de la famille, maître Antoine, passa des heures dans le bureau avec Édouard et Hélène, analysant chaque document trouvé dans le coffre de Marine. « Ces preuves sont impressionnantes », commenta l'avocat, ajustant ses lunettes tout en examinant un dossier. Marine a réussi à rassembler des témoignages d'autres familles qui ont vécu des situations similaires avec la docteure Régine. Le schéma est toujours le même. Isolement, manipulation, tentative de séparer les enfants. Hélène organisait les dessins de Charles par ordre chronologique, créant un récit visuel qui montrait clairement la transformation de la famille. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment elle va essayer d'utiliser mon manque de formation, spécifique contre nous. Édouard, qui tapait sur l'ordinateur, s'arrêta et la regarda. « Hélène, vous avez fait plus pour ces enfants en quelques mois que tous les spécialistes ces dernières années. Parfois, l'amour et la compréhension sont plus importants que les diplômes. » Un bruit venant du jardin attira leur attention. Par la fenêtre du bureau, ils pouvaient voir les enfants jouer sous la supervision de Rose. Mathieu et Charles étaient assis sous le grand arbre, dessinant ensemble, tandis que Claire et Sophie arrosaient les nouvelles pousses de fleurs. « Regardez ça », commenta maître Antoine, s'approchant de la fenêtre. « Ces enfants ne ressemblent en rien aux cas problématiques décrits dans les rapports de la docteure Régine. » À ce moment, Sophie entra en courant dans le bureau, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, Hélène, vous devez voir ça. Charles a fait quelque chose d'incroyable. » Tous suivirent la fillette jusqu'au jardin où Charles montrait son carnet à Mathieu. Les pages révélaient une séquence de dessins qui racontait une histoire, leur histoire. Mais il y avait quelque chose de différent. Pour la première fois, Charles avait ajouté des mots à ses dessins. « Famille », lut-il doucement, pointant vers une illustration qui les montrait tous ensemble. « Notre famille ». Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois que Charles exprimait ses sentiments verbalement de façon aussi claire. Édouard s'agenouilla à côté de son fils, l'embrassant avec précaution. « C'est parfait, mon fils, dit-il, sa voix étranglée. C'est exactement ce que nous sommes. » Maître Antoine observait la scène avec un intérêt professionnel et une émotion personnelle. « Vous savez, commenta-t-il, c'est exactement ce que nous devons montrer aux juges. Pas seulement des documents et des preuves, mais le véritable progrès, la véritable connexion qui existe ici. » Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, s'approcha avec quelque chose dans les mains. C'était une vieille caméra vidéo qu'elle avait trouvée parmi les affaires de sa mère. « Et si nous faisions une vidéo ?» suggéra-t-elle. « Nous pourrions montrer comment est notre vie maintenant, comme nous sommes heureux. » L'idée prit rapidement de l'ampleur. Rose apporta d'anciennes cassettes qui montraient comment était la vie au manoir pendant la période d'influence de la docteure Régine. Le contraste serait évident. Nous pouvons également inclure les progrès des enfants à l'école,
ajouta Hélène. Les professeurs ont envoyé d'excellents rapports, surtout sur la participation de Sophie au cours de littérature et les présentations des travaux de Charles. Édouard acquiesça, un plan commençant à se former dans son esprit. Et nous pouvons inviter les grands-parents des enfants. Ils ont été éloignés pendant si longtemps. Je suis sûr qu'ils seraient heureux de témoigner en notre faveur. Les parents de Marine ? Demanda doucement Rose. Ils n'ont jamais cru aux accusations de la docteure Régine. Ils disaient toujours qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle s'était approchée de la famille. La mention des grands-parents fit briller les yeux de Sophie. « Grand-mère Anne fait les meilleurs gâteaux au chocolat du monde », commenta-t-elle, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Et grand-père Jean avait l'habitude de jouer de la guitare avec maman dans le jardin », ajouta Claire, sa voix portant un mélange de nostalgie et d'espoir. Maître Antoine prenait des notes rapides dans son bloc. « C'est excellent. Plus nous pourrons montrer le soutien familial et l'environnement sain que ces enfants ont ici, meilleure sera notre position. » Mathieu, qui était absorbé par les dessins de Charles, leva soudainement la tête et regarda sa mère. Avec des gestes qu'Hélène connaissait bien, il indiqua qu'il voulait le livre de contes. « Bien sûr, mon amour, répondit-elle, comprenant immédiatement. Le livre était devenu un symbole d'union pour eux tous, un pont entre le passé et le présent. Tandis qu'Hélène allait chercher le livre, Édouard observait les enfants jouant dans le jardin rénové. La peur était toujours là, l'inquiétude concernant l'audience qui approchait, mais il y avait maintenant quelque chose de plus fort, la certitude qu'ensemble, comme une famille, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Rose, toujours attentive, s'approcha de lui avec une tasse de thé. « Vous savez, monsieur Édouard, commenta-t-elle doucement, Madame Marine disait toujours que l'amour véritable n'a pas besoin de protocoles ou de théories. Il existe simplement et s'épanouit, comme les roses de ce jardin. » Édouard sourit, ses yeux rencontrant ceux d'Hélène qui revenait avec le livre de contes. « Oui, Rose, et je commence enfin à comprendre exactement ce qu'elle voulait dire. » Le son de la sonnette résonna dans le manoir un dimanche matin, annonçant l'arrivée des grands-parents des enfants. Anne et Jean-Olivier n'avaient pas mis les pieds dans cette maison depuis des années, éloignés par des circonstances qui commençaient maintenant à prendre un sens douloureux. Hélène observa les retrouvailles émouvantes de la famille par la fenêtre de la cuisine. Claire, toujours si réservée, courut dans les bras de ses grands-parents comme si elle redevenait une petite fille. Sophie pleurait silencieusement, en serrant sa grand-mère dans ses bras, et Charles, à la surprise de tous, tendit ses bras vers son grand-père sans hésitation. « Mon Dieu, comme ils ont grandi !» murmura Anne, des larmes coulant sur son visage ridé. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard, qui restait quelques pas en arrière, visiblement nerveux. « Mon fils !» dit-elle simplement, ouvrant les bras. Jean, qui serrait encore Charles contre lui, sortit une guitare de la voiture. « J'ai apporté quelque chose que nous pourrions utiliser, » sourit-il, ses yeux brillants de souvenirs, « si le jardin accepte encore un peu de musique. » Rose, qui observait la scène depuis la porte, essuya rapidement ses yeux avec son tablier. « Je vais préparer ce gâteau au chocolat, » annonça-t-elle, la voix émue, le préféré des enfants. La matinée se déroula comme un rêve. Anne et Jean n'avaient pas seulement apporté leur amour, mais aussi des boîtes de photographies et de vidéos anciennes. Assis dans le salon, ils commencèrent à combler les lacunes de ces années de séparation. « Marine nous envoyait des lettres », révéla Anne, montrant une boîte soigneusement préservée. Même quand nous avons été éloignés, elle trouvait des moyens de nous tenir informés. Elle disait toujours qu'un jour la vérité éclaterait. Hélène, assise sur le canapé avec Mathieu sur ses genoux, observait comment les enfants buvaient chaque mot, chaque histoire sur leur mère. C'était comme si les pièces d'un puzzle trouvaient enfin leur place. Elle avait tellement peur, commenta Jean, effleurant doucement les cordes de sa guitare. Pas pour elle, mais pour les enfants. Elle craignait que la docteure Régine ne réussisse à les séparer, à les placer dans différents programmes de l'ONG. Édouard, qui se tenait debout près de la fenêtre, se retourna brusquement. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Pourquoi n'avez-vous pas insisté davantage ?» Anne se leva, s'approchant de lui d'un pas doux. La docteure Régine avait construit un récit très convaincant. Elle a utilisé votre préoccupation pour les enfants, votre désir de leur donner le meilleur traitement possible, pour tous nous manipuler. Quand nous avons essayé d'alerter sur
Nos soupçons, elle avait déjà créé une image selon laquelle nous étions une mauvaise influence. Mais maintenant, nous avons des preuves, interrompit Claire, sa voix ferme. Les dessins de Charles, les lettres de maman, les témoignages, d'autres familles. Sophie, qui était assise au pied de sa grand-mère, ajouta timidement « Et nous avons Hélène. Elle nous a montré que nous pouvons être différents et être quand même aimés. » Mathieu, qui était resté silencieux jusque-là, se leva et alla vers son sac à dos. Il revint avec un dessin que lui et Charles avaient fait ensemble, une représentation de toute la famille, y compris les grands-parents, tous réunis dans le jardin du manoir. Jean prit le dessin d'une main tremblante. « Ah, vous savez, dit-il regardant Hélène, Marine disait toujours que l'amour trouve ses chemins, que quand une porte se ferme, l'univers ouvre une fenêtre. » Anne sourit, prenant son sac, et en parlant de fenêtre, elle en sortit une enveloppe. « Johnny, Marine nous a donné ceci, nous demandant de le garder pour le bon moment. Je pense que ce moment est arrivé. » L'enveloppe contenait une lettre adressée au juge, écrite par Marine quelques semaines avant son départ. Elle y détaillait ses inquiétudes concernant les méthodes de la docteure Régine et exprimait son souhait le plus cher, que ses enfants restent unis, grandissant dans un environnement d'amour et d'acceptation. « Cela change tout, » murmura Édouard, la voix étranglée. « Non, » corrigea doucement Hélène. « Cela confirme seulement ce que nous savions déjà, que l'amour de Marine pour ses enfants était plus grand que n'importe quel protocole ou théorie, et que cet amour continue à vivre, nous guidant jusqu'à aujourd'hui. » Rose revint de la cuisine avec le délicieux parfum de gâteau au chocolat dans l'air. Charles commença immédiatement à dessiner, ses mains rapides capturant le moment. La famille réunie, la guitare du grand-père, le sourire de la grand-mère, le gâteau tout juste. « Sorti du four si ça en famille », écrivit-il à nouveau sur son dessin. Et cette fois, il ajouta quelque chose de plus. « Pour toujours ». Jean commença à jouer une douce mélodie sur sa guitare, une musique que Marine avait l'habitude de chanter aux enfants. Sophie, surprenant tout le monde, commença à fredonner, sa douce voix remplissant la pièce. Et là, en ce dimanche, matin, entre musique, histoire et l'odeur du gâteau au chocolat, la famille Dumont sentit que, indépendamment de ce qui se passerait à l'audience, ils avaient déjà gagné, parce qu'ils avaient redécouvert le sens le plus profond de ce qu'est être une famille. Le jour de l'audience se leva avec un léger brouillard couvrant la ville. Au manoir Dumont, le petit déjeuner se déroulait dans un silence tendu, rompu, seulement par le bruit des couverts et le tournement occasionnel des pages du carnet de Charles, qui dessinait sans cesse. Hélène ajustait la cravate de Mathieu, qui avait insisté pour porter son costume spécial, un ensemble que Philippe avait acheté pour lui avant de partir. À ses côtés, Sophie lissait nerveusement sa robe bleu clair, tandis que Claire gardait les yeux fixés sur son assiette intacte. « Souvenez-vous, » dit doucement Édouard, « vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne le souhaitez pas, maître. » Antoine a expliqué que « Je veux parler », interrompit Claire, relevant le menton avec détermination. « Je veux que le juge sache exactement comment c'était avant et comment c'est maintenant. » Sophie acquiesça, trouvant du courage dans la force de sa sœur. « Moi aussi, j'ai écrit un poème sur notre famille. » Charles leva les yeux de son carnet et montra son dernier dessin. C'était une représentation de la salle d'audience, mais au lieu de montrer un environnement froid et intimidant, il avait transformé l'espace en quelque chose d'accueillant, avec des fleurs jaillissant des murs et de la musique s'écoulant des fenêtres. Rose, qui finissait de préparer les goûters pour les enfants, s'arrêta pour observer le dessin. « C'est ainsi que nous devons voir », commenta-t-elle, « pas comme une bataille, mais comme une opportunité de montrer la vérité. » Le son d'un klaxon annonça l'arrivée des grands-parents. Anne et Jean entreraient d'abord au tribunal, prêts à témoigner sur les années de manipulation et d'éloignement forcé de la famille. Tandis que tous se dirigeaient vers les voitures, Hélène remarqua Édouard immobile dans le hall d'entrée, regardant fixement l'un des tableaux maintenant découverts, un portrait de Marine au piano. « Elle serait fière, » dit doucement Hélène s'approchant, « de vous, des enfants, de la façon dont tous ont grandi à travers cette difficulté. » Édouard se tourna vers elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Merci, » chuchota-t-il, prenant sa main, « d'avoir ramené la vie dans cette maison, de nous avoir appris à être une famille à nouveau. » Le tribunal était bondé quand ils arrivèrent.
La docteure Régine était déjà là, impeccable dans son tailleur gris, entourée d'une équipe de professionnels de l'ONG Cercle de Lumière. Son sourire contrôlé vacilla légèrement en voyant toute la famille Dumont entrer ensemble. Maître Antoine les guida vers leur place, organisant les preuves qu'ils présenteraient, le journal de Marine, les lettres, les témoignages d'autres, familles, les rapports scolaires actuels des enfants et bien sûr les carnets de dessin de Charles. « Restez calme », conseilla l'avocat. « Laissez les preuves et vos histoires parler d'elles-mêmes. » La docteure Régine ouvrit la procédure en présentant un rapport détaillé sur les déficiences dans la prise en charge actuelle des enfants. Elle parla du manque de structure professionnelle, de l'absence de thérapie spécialisée, du risque de garder des enfants neuroatypiques dans un environnement sans supervision technique adéquate. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant qu'elle parlait, Charles commença à dessiner. Le son doux du crayon sur le papier attira l'attention du juge qui observa avec intérêt comment le garçon, supposément incapable de se concentrer correctement selon le rapport, créait une image complexe et significative. « Votre honneur, intervint doucement Maître Antoine, j'aimerais commencer notre défense avec quelque chose de spécial, non pas avec des mots ou des rapports techniques, mais avec l'art de Charles Dumont. À travers ses dessins, il nous raconte une histoire que les mots ne pourraient peut-être pas exprimer complètement. » Le juge acquiesça, et ainsi commença la véritable histoire de la famille Dumont, racontée à travers les yeux d'un enfant qui voyait le monde d'une façon unique et extraordinairement belle. Un par un, les dessins furent présentés, montrant la transformation de la famille, de l'isolement à l'union, de la tristesse à la joie, du silence à la musique. Et dans chaque page, chaque trait, l'amour qui remplissait maintenant cette maison autrefois si vide était évident. Hélène tenait la main de Mathieu tout en observant la scène se dérouler. Sur le banc devant, Édouard gardait un bras protecteur autour de Sophie, tandis que Claire tenait fermement la main de Charles. Unis comme une vraie famille, ils affronteraient n'importe quel défi à venir. La présentation des dessins de Charles créa un silence réfléchi dans la salle d'audience. Le juge, M. Martin Leblanc, étudiait chaque image avec une attention particulière, ajustant occasionnellement ses lunettes pour mieux observer les détails. La docteure Régine s'agitait, inquiète sur sa chaise, son visage un masque de préoccupation professionnelle qui dissimulait à peine son appréhension croissante. Lorsqu'elle tenta d'intervenir avec des commentaires sur l'art-thérapie structurée et la nécessité d'un environnement contrôlé, le juge leva la main demandant le silence. « J'aimerais entendre les enfants », déclara-t-il, sa voix douce mais ferme, « s'ils se sentent à l'aise pour parler, bien sûr. » Claire fut la première à se lever. Ses yeux rencontrèrent ceux de la docteure Régine sans peur, pour la première fois. « Avant l'arrivée d'Hélène, commença-t-elle, sa voix claire et forte, notre maison était comme un hôpital. Tout était contrôlé, mesuré, analysé. Nous ne pouvions pas jouer du piano parce que cela causait une excitation sensorielle. Nous ne pouvions pas jouer dans le jardin parce que c'était un environnement trop stimulant. Nous ne pouvions même pas rester ensemble longtemps parce que nous avions besoin d'interventions individualisées. » Elle fit une pause, respirant profondément avant de continuer. « Mais savez-vous ce dont nous avions vraiment besoin? D'amour, de compréhension. De quelqu'un qui nous voyait comme des enfants, pas comme des cas à étudier. » Sophie se leva ensuite, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle tenait un papier. « J'ai écrit un poème, dit-elle doucement. Puis-je le lire ?» Avec l'assentiment du juge, elle commença. Il y avait du silence là où il devait y avoir de la musique. Il y avait de la peur là où il devait y avoir des câlins. Il y avait des règles là où il devait y avoir de l'amour, jusqu'à ce qu'elle arrive, avec des histoires et des sourires, avec patience et compréhension, et notre maison est redevenue un foyer, où différentes couleurs peignent le même tableau, ou différentes voix chantent la même chanson, où être différent ne signifie pas être seul. Les yeux du juge brillaient d'émotion contenue quand Sophie termina. La docteure Régine tenta d'intervenir à nouveau, mais fut interrompue par une voix inattendue. « Je veux aussi parler », annonça Charles, surprenant tout le monde. Il se leva, tenant son carnet de dessin. Pas avec des mots, mais comme ça. Il ouvrit le carnet à une page spécifique et la montra au juge. C'était une séquence de dessins comme une bande dessinée, montrant son évolution depuis l'arrivée d'Hélène et Mathieu. Le dernier dessin,
montrait toute la famille réunie dans le jardin, restauré, incluant les grands-parents Rose, et même une figure éthérée que tous reconnurent comme Marine, souriant du ciel. « Famille !» dit-il simplement, sa voix calme et claire. « Ma famille !» Mathieu, qui était assis à côté de sa mère, se leva et marcha jusqu'à Charles, s'arrêtant à ses côtés en signe de soutien silencieux. Les deux garçons, si différents et en même temps si connectés, représentaient parfaitement ce que cette famille était devenue. Un lieu où les différences ne séparaient pas, mais unissaient. Anne et Jean furent appelés à témoigner ensuite. Ils racontèrent les années de séparation forcée, les lettres désespérées de Marine, comment la docteure Régine avait systématiquement isolé la famille sous prétexte d'un traitement spécialisé. « Notre fille savait », déclara Anne, sa voix étranglée. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que les enfants étaient lésés par tout cet isolement. C'est pourquoi elle a tout documenté, laissé des preuves, des lettres. Jean compléta. Marine croyait qu'un jour nous trouverions quelqu'un qui comprendrait que l'amour et l'acceptation sont plus puissants que n'importe quel protocole. Et nous avons trouvé. Le regard du couple se tourna vers Hélène qui tenait fermement la main d'Édouard. À ce moment, il n'était pas seulement une nounou et son employeur, ils étaient deux cœurs qui avaient trouvé guérison et espoir l'un dans l'autre. La docteure Régine observait la scène avec une expression de plus en plus tendue. Son empire de contrôle et de manipulation s'effondrait devant des dessins d'enfants, des poèmes sincères et un amour véritable. Le juge retira ses lunettes, les nettoyant pensivement avant de parler. « Dans toutes mes années de magistrature, commença-t-il, j'ai appris que parfois les preuves les plus puissantes ne sont pas dans des rapports techniques ou des évaluations professionnelles. Elles sont dans les sourires des enfants, dans la paix de leurs yeux, dans la façon dont une famille s'unit et grandit ensemble. » Hélène serra la main d'Édouard, sentant le tremblement d'émotion qui parcourait son corps. Les enfants s'approchèrent, formant un cercle protecteur autour des parents. Unis, ils attendèrent la décision qui changerait leur vie pour toujours. Le silence dans la salle d'audience était palpable, tandis que le juge Martin Leblanc organisait ses papiers. Dehors, le soleil de l'après-midi traversait les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol, des motifs qui rappelaient curieusement les dessins de Charles. « Avant de prononcer ma décision, commença le juge, j'aimerais faire quelques considérations. Durant ma carrière, j'ai présidé de nombreuses affaires concernant le bien-être d'enfants. Chacune d'elles m'a appris qu'il n'existe pas de formule toute faite quand il s'agit de famille. » Il fit une pause, ses yeux parcourant la salle avant de continuer. La docteure Régine a présenté des arguments techniques sur la nécessité d'une intervention professionnelle spécialisée. Ses rapports sont détaillés et sa préoccupation pour les protocoles est évidente. La docteure Régine esquissa un sourire de satisfaction, qui disparut rapidement avec les paroles suivantes du juge. Cependant, ce que nous avons vu ici aujourd'hui va bien au-delà des rapports et des protocoles. Nous avons vu une famille qui a trouvé sa propre façon de grandir et de guérir. Nous avons vu des enfants qui non seulement survivent, mais s'épanouissent dans un environnement d'acceptation et d'amour. Le juge prit l'un des dessins de Charles, l'observant attentivement. Ce jeune artiste nous a montré, à travers ses traits, la transformation d'une maison qui était une prison en un foyer qui est un refuge. Sophie nous a offert une poésie qui vient directement du cœur. Claire a démontré une maturité et une clarté de pensée admirable. Se tournant vers Hélène et Édouard, il continua. « Et vous deux avez prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de titre. C'est une question de présence, de dévouement et par-dessus tout, d'amour inconditionnel. » La docteure Régine se leva brusquement. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, les sentiments ne suffisent pas quand il s'agit du développement d'enfants ayant des besoins particuliers. Mon programme à l'ONG. » Docteur Régine, l'interrompit fermement le juge. « Nous avons également ici des preuves préoccupantes concernant vos méthodes. Le journal de Madame Marine Dumont, les témoignages d'autres familles, les enregistrements de manipulation psychologique. » Ce fut au tour de Maître Antoine de s'exprimer. « Votre honneur, je souhaite vous informer que ces preuves ont déjà été transmises à l'ordre des psychologues et au procureur pour une enquête appropriée. » La docteure Régine pâlit visiblement, son empire de contrôle s'effondrant sous ses yeux. « Cela étant, poursuivit le juge, la décision de ce tribunal est que les enfants restent sous la garde de leur père, Édouard. Dumont avec Hélène Leroy agissant officiellement comme seconde responsable légale.
si vous souhaitez formaliser cela. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Sophie commença à pleurer silencieusement, tandis que Claire la serrait fort dans ses bras. Charles se mit immédiatement à dessiner, ses traits rapides capturant l'émotion du moment. « De plus, » continua le juge, « j'ordonne que la docteure Régine et son organisation se tiennent à l'écart de la famille Dumont. Quant aux accusations contre ces méthodes, elles seront examinées par les autorités compétentes. » Édouard, qui avait jusqu'alors maintenu une posture contenue, laissa enfin les larmes couler librement sur son visage. Hélène serra sa main avec force, tandis que Mathieu s'approchait pour enlacer les deux. « Il y a une dernière chose, » ajouta le juge, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « J'ai trouvé ceci parmi les preuves présentées. » Il leva une enveloppe jaunie. « C'est une lettre de Madame Marine Dumont, adressée au futur. Aimeriez-vous que je la lise ?» Avec l'assentiment ému de tous, il commença. « À qui lira cette lettre ? Si ces mots sont lus dans un tribunal, c'est que mes soupçons se sont confirmés. » La docteure Régine, avec ses théories et ses méthodes, a tenté de détruire ce qu'il y a de plus précieux, l'amour qui maintient notre famille unie. Mais cela signifie aussi que quelqu'un de spécial, a trouvé le chemin jusqu'au cœur de mes enfants. Quelqu'un qui a compris qu'être différent n'est pas être moins, que chaque enfant est un univers unique de possibilités. À cette personne, je veux dire merci. Merci de voir la beauté là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Merci d'écouter la musique quand d'autres n'entendaient que du bruit. Merci d'aimer mes enfants comme je les aime. Et à mes petits, n'oubliez jamais que l'amour véritable n'a pas besoin de protocole. Il grandit et fleurit comme les roses de notre jardin. Avec tout mon amour, Marine Dumont. Quand le juge termina la lecture, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Même l'huissier de justice essuyait discrètement une larme. Le retour au manoir Dumont cet après-midi-là fut différent de tous les autres. Rose les attendait au portail, et en voyant les sourires sur tous les visages, elle ouvrit les bras dans un geste qui accueillit la famille entière. « Le jardin vous attend, » dit-elle, essuyant ses propres larmes de joie. « J'ai préparé une surprise. » Suivant la gouvernante jusqu'à l'arrière de la maison, tous s'arrêtèrent, émerveillés. Le jardin était décoré de petites lumières, et au centre, là où se trouvait autrefois le piano de Marine, il y avait une grande table dressée pour un goûter spécial. Anne et Jean étaient déjà là, la guitare prête pour une célébration musicale. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer convenablement, » expliqua Rose, révélant un gâteau décoré de notes de musique en chocolat. Les enfants coururent explorer l'espace transformé. Sophie découvrit que sa grand-mère avait apporté d'anciens albums de famille. Claire aidait à distribuer des parts de gâteau, son visage plus détendu que jamais. Charles et Mathieu s'assirent ensemble sous le grand arbre, dessinant la scène qui se déroulait. Édouard s'approcha d'Hélène qui observait tout avec des yeux embués. « Alors » commença-t-il, une légère nervosité dans sa voix, « que pensez-vous de rendre cela officiel ? Non seulement comme responsable légal des enfants, mais… » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, ils furent interrompus par Sophie qui courait vers eux avec un album ouvert. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, montrant une vieille photographie. C'était une image du jardin dans ses jours de gloire, avec Marine au piano. Mais ce qui attira l'attention de tous fut un détail à l'arrière-plan. Une arche de roses blanches, sous laquelle des couples dansaient dans ce qui semblait être une célébration. « C'était le mariage de mes parents », expliqua doucement Édouard. Marine adorait cette arche de roses. Elle disait que c'était un portail magique, où les rêves devenaient réalité. Hélène sourit, comprenant le sens entre les lignes. « Peut-être, » répondit-elle, ses doigts s'entremêlant aux siens, « qu'il est temps de planter de nouvelles roses. » Jean commença à jouer de sa guitare, une mélodie douce que tous reconnurent bientôt. C'était la musique que Marine avait composée pour Hélène, pour celle qui viendra après. Sophie, surprenant tout le monde, commença à chanter. Les paroles que sa mère avait écrites. Il y a des chemins que le cœur connaît. Même avant que les pieds ne touchent le sol, il y a des amours que le temps reconnaît, comme faisant partie de notre. Salut! Claire et Charles s'approchèrent d'Hélène et Édouard, suivis par Mathieu. Les enfants formèrent un cercle autour d'eux, comme s'ils savaient instinctivement qu'ils assistaient au début d'un nouveau chapitre de leur vie. Famille, dit doucement Charles, montrant son dessin le plus récent. Le jardin actuel, plein de vie et de couleurs, avec tous réunis sous la future arche de roses. Dans le ciel du dessin,
Des étoiles formaient une constellation qui ressemblait au sourire de Marine. Anne s'approcha avec un petit paquet dans les mains. « Marine a laissé ceci pour le moment opportun, » dit-elle, remettant le paquet à Hélène. À l'intérieur se trouvait un petit carnet, sa couverture décorée de fleurs pressées de l'ancien jardin. « Ce sont des recettes de famille, » expliqua Anne, « mais pas seulement de cuisine. Ce sont des recettes d'amour, de guérison, d'union. » Marine a commencé à les écrire quand elle a découvert qu'elle aurait des triplés. La dernière page est restée vierge, avec une note à remplir par la prochaine gardienne de notre jardin. Édouard prit la main d'Hélène, ses yeux rencontrant les siens avec une question silencieuse. Autour d'eux, la famille attendait, l'amour palpable dans l'air de l'après-midi qui commençait à dorer. Rose observait la scène avec un sourire entendu, se rappelant les paroles que Marine disait toujours. L'amour est comme un jardin. Il a besoin de soins quotidiens, d'une patience infinie et parfois d'un peu de magie. Et là, dans ce jardin renaissant, tandis que le soleil peignait le ciel de rose et d'or, tandis que la douce musique de la guitare se mêlait aux rires d'enfants et aux promesses murmurées, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire qui parlait de seconde chance, d'amour qui transcende le temps, de famille qu'on choisit et qu'on construit jour après jour. Mathieu s'approcha de sa mère, apportant le livre de contes que Philippe avait laissé. Il l'ouvrit à une page spécifique, où une illustration montrait un jardin très semblable à celui dans lequel il se trouvait. Sous le dessin, une phrase écrite à la main par Philippe disait « Parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre encore plus belle. » Les semaines qui suivirent apportèrent une transformation encore plus profonde au manoir Dumont. Le jardin fleurissait non seulement avec les roses qui avaient été replantées, mais avec l'amour qui grandissait chaque jour. Hélène et Édouard décidèrent d'organiser une cérémonie simple, mais significative, exactement à l'endroit où l'ancienne arche de rose se trouvait autrefois. Claire assuma le rôle d'organisatrice principale, créant des listes et des calendriers avec un dévouement surprenant. Sophie composait des poèmes pour l'occasion, remplissant des pages et des pages de vers sur l'amour et la famille. Charles exprimait sa joie à travers des dessins de plus en plus élaborés qui décoraient maintenant les murs de la maison. Un après-midi particulièrement spécial, alors que Hélène aidait Rose à organiser l'ancienne chambre de Marine, qui serait transformée en atelier pour les enfants, elles trouvèrent une boîte contenant la robe de mariée originale. Elle était en dentelle française, expliqua Rose, passant délicatement ses mains sur le tissu. Marine l'avait gardée en espérant qu'un jour les filles pourraient la porter. Sophie, qui aidait à l'organisation, s'approcha timidement de la robe. « Pouvons-nous l'adapter ?» Pour vous, Hélène, le moment fut interrompu par Mathieu, qui entra en courant dans la chambre tenant l'un des carnets de Charles. Le dessin montrait Hélène portant exactement cette robe, mais avec de petites modifications. Des fleurs colorées brodées sur l'ourlet représentant chaque membre de la famille. « C'est parfait !» s'exclama Claire qui venait d'arriver. « Nous pouvons broder une fleur pour chacun de nous, bleue pour moi, rose pour Sophie, verte pour Charles, jaune pour Mathieu. » Édouard, attiré par l'agitation, s'arrêta à la porte de la chambre. Ses yeux rencontrèrent la robe et pendant un moment, l'émotion l'empêcha de parler. C'était comme si le passé et le présent s'entremêlaient parfaitement à cet instant. « Marine adorerait cela », finit-il par dire. « Elle a toujours cru que l'amour est quelque chose qui se multiplie, jamais qui se divise. » Anne et Jean, qui passaient plus de temps au manoir pour aider aux préparatifs, apportèrent leur propre contribution à la cérémonie. Jean apprenait aux enfants à jouer une musique spéciale que lui et Marine avaient composée des années auparavant. Anne, quant à elle, décida de préparer le gâteau de mariage en utilisant la recette traditionnelle de la famille. « Mais avec une modification spéciale », expliqua-t-elle en mélangeant les ingrédients dans la cuisine. « Nous allons ajouter une couche avec le chocolat préféré de Mathieu pour montrer que nous n'unissons pas seulement deux personnes, mais que nous créons une nouvelle recette de famille. » Charles, qui observait attentivement le processus, commença à dessiner le gâteau dans son carnet. Mais ce n'était pas seulement un gâteau. Dans son dessin, chaque couche racontait une histoire. La base montrait le jardin du manoir. Le milieu représentait tous les moments importants qu'ils avaient vécus ensemble. Et le sommet montrait une étoile brillante souriant à tous.
« Maman est heureuse », dit-il simplement, pointant l'étoile dans son dessin. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans le jardin à préparer l'espace pour la cérémonie, Édouard commença à jouer du piano sur la terrasse. La musique attira tout le monde, comme si c'était un appel magique. Hélène reconnut la mélodie. C'était celle qu'il composait secrètement depuis des semaines. « C'est pour toi », expliqua-t-il, sans arrêter de jouer. « Pour nous tous, en fait. Chaque note représente l'un de nous, et ensemble elles forment une harmonie complète. » Sophie, inspirée par la musique, prit son carnet et commença à écrire. « Nous sommes des notes différentes. Dans une même chanson, nous sommes des couleurs, diverses peignant la même émotion. Nous sommes des histoires distinctes, qui se rencontrent dans l'amour. Nous sommes une famille, que le destin a gardée. » Mathieu, qui était assis à côté de Charles sous le grand arbre, se leva soudainement et courut à l'intérieur de la maison. Il revint quelques instants plus tard avec le livre de contes, l'ouvrant à la dernière page, où il y avait un espace vierge. « Pour notre histoire », dit-il, utilisant l'une des rares phrases qu'il parvenait à former. Hélène comprit immédiatement. Cet espace vierge serait rempli avec leur histoire, pas seulement celle du mariage, mais celle de comment une famille peut se reconstruire à travers l'amour, la compréhension et l'acceptation. Rose, observant tout depuis la porte de la cuisine, sourit en voyant comment le manoir, autrefois si silencieux et froid, débordait maintenant de vie et de chaleur. Les murs qui autrefois gardaient des secrets résonnaient maintenant de rires et de musique. Le jardin, qui avait été témoin de tant de larmes, se préparait maintenant à célébrer un amour né de la forme la plus pure de soins. Je continue. La traduction de l'histoire en français. Le jour du mariage se leva avec une lumière dorée qui semblait bénir le jardin du manoir Dumont. Les roses fraîchement plantées avaient parfaitement fleuri, formant une arche naturelle exactement là où l'ancienne se dressait autrefois. C'était comme si le jardin lui-même voulait participer à la célébration. Dans l'ancienne salle, de musique, transformée en un espace pour que les mariés se préparent, Hélène portait la tenue qui avait appartenu à Marine, maintenant délicatement modifiée avec les fleurs brodées représentant chaque membre de la famille. Sophie et Claire l'aidaient avec les derniers détails, tandis qu'Anne préparait un petit bouquet de fleurs du jardin. « Quelque chose d'ancien, » dit Anne, ajustant la robe. « Quelque chose de neuf, » continua-t-elle, montrant les fleurs brodées. « Quelque chose d'emprunté, » compléta-t-elle, plaçant un délicat collier de perles qui avait été le sien, « et quelque chose de bleu. » Elle hésita, mais Charles entra dans la pièce à ce moment-là, apportant l'un de ses dessins encadrés, un ciel nocturne rempli d'étoiles bleues formant une constellation familière. Dans la chambre voisine, Mathieu se préparait avec Édouard et Jean. Le garçon tenait soigneusement le livre de contes, qui aurait un rôle spécial dans la cérémonie. Édouard ajustait la cravate du petit quand il remarqua quelque chose de différent dans le livre. Il y avait de nouvelles pages à la fin. « C'est notre histoire », expliqua doucement Mathieu, montrant les pages où Charles avait dessiné, et Sophie écrit des poèmes racontant le parcours de la famille jusqu'à ce moment. La cérémonie serait conduite par le juge Martin Leblanc, qui était devenu un ami de la famille. Les invités étaient peu nombreux et spéciaux. Outre les grands-parents et Rose, seulement quelques professeurs des enfants et des familles qui étaient devenus amis pendant la bataille judiciaire. Quand la musique commença, une composition spéciale jouée par Jean à la guitare et Édouard au piano. Tous se tournèrent pour voir Hélène entrer dans le jardin. Mathieu marchait à ses côtés, portant le livre de contes comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Claire et Sophie venaient juste derrière, répandant des pétales de rose, tandis que Charles marchait avec son carnet de dessin, enregistrant chaque moment. Le juge Martin sourit en voyant la famille réunie sous l'arche de rose. « Nous sommes ici, » commença-t-il, « pour célébrer non seulement l'union de deux personnes, mais la naissance d'une nouvelle constellation familiale. Une famille qui nous a appris que l'amour véritable n'a pas besoin de protocole ou de théorie. Il existe simplement. » Édouard et Hélène échangèrent des vœux, qui parlaient non seulement de leur amour l'un pour l'autre, mais de leur dévouement envers tous les enfants. Chacun d'eux eut son moment spécial dans la cérémonie. Claire lut un texte qu'elle avait écrit sur la protection et la confiance. Sophie récita un poème sur les cœurs qui se rencontrent à travers la musique. Charles montra une série de dessins qui racontèrent l'histoire de la famille,
depuis les jours difficiles jusqu'à ce moment de célébration. Et Mathieu, surprenant, tout le monde, ouvrit le livre de contes et lut de sa voix douce mais claire la dernière page qui avait été écrite par son père Philippe. Parfois, l'univers a des façons mystérieuses de guérir les cœurs brisés. Il réunit des personnes qui ont besoin les unes des autres, crée de la musique là où il y avait du silence, fait pousser des fleurs dans des jardins abandonnés. Et surtout, il nous apprend que la famille est bien plus que le sang. C'est qu'un choix, c'est du soin, c'est de l'amour qui se renouvelle chaque jour. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin quand les alliances furent échangées. C'étaient des anneaux simples, mais ils portaient une signification spéciale. Ils avaient été fabriqués avec l'or des alliances de Marine et Philippe, réunis en un nouveau bijou qui symbolisait la continuité de l'amour à travers les transformations de la vie. Après la cérémonie, alors que tous célébraient avec le gâteau spécial d'Anne et dansaient au son de la musique jouée par Jean, Édouard et Hélène observaient leurs enfants jouer dans le jardin. Charles et Mathieu dessinaient ensemble sous le grand arbre. Claire apprenait à Sophie à danser et Rose prenait des photos de tous les moments. « Regardez !» appela soudain Sophie, pointant vers le ciel du soir. Une étoile particulièrement brillante était apparue, même avant que la nuit ne tombe complètement. « C'est maman !» dit Charles avec certitude, commençant déjà à dessiner. Elle a toujours dit qu'elle serait présente dans les moments importants. Édouard serra Hélène dans ses bras, tandis que les enfants se rassemblaient autour d'eux. Là, sous le ciel qui commençait à se remplir d'étoiles, ils étaient plus qu'une famille. Ils étaient une constellation unique, où chaque membre brillait de sa propre lumière, mais ensemble formaient quelque chose d'encore plus spécial. « Et ils vécurent heureux pour toujours ?» demanda doucement Mathieu, regardant le livre de contes dans ses mains. « Non », répondit Hélène avec un sourire doux. « Nous vivrons un jour à la fois, avec amour, patience et la certitude que, ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. » L'automne arriva au manoir Dumont, apportant une douce pluie de feuilles dorées au jardin. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et la maison pulsait d'une énergie renouvelée. Les murs, autrefois couverts de draps blancs, exhibaient maintenant une galerie d'art unique. Les dessins de Charles et Mathieu racontaient l'histoire de la famille en couleurs et traits, qui se complétaient parfaitement. Par un après-midi particulièrement spécial, le manoir se remplit de visiteurs. C'étaient des familles qui avaient vécu des expériences similaires avec l'ONG Cercle de Lumière. Après l'audience et les révélations sur les méthodes de la docteure Régine, d'autres personnes avaient commencé à se manifester, partageant leurs propres histoires. Hélène et Édouard avaient décidé de transformer une partie du manoir en un centre de soutien pour les familles avec des enfants neuroatypiques. Non pas un centre clinique ou thérapeutique, mais un espace d'accueil où les différences étaient célébrées au lieu d'être traitées. « Bienvenue au Jardin des Étoiles », annonça fièrement Claire aux visiteurs, utilisant le nom que Sophie avait créé pour le projet. Les 2 filles étaient devenues des hôtesses naturelles, guidant les familles à travers l'espace avec une confiance qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Dans la salle de musique, désormais toujours ouverte et illuminée, Édouard donnait des cours de piano aux enfants qui, comme Charles, communiquaient mieux à travers l'art. Le piano blanc, restauré et replacé à sa place d'honneur, remplissait à nouveau la maison de mélodie. Rose, qui continuait d'être le cœur battant de la maison, avait transformé l'ancienne cuisine en un espace accueillant où les parents pouvaient partager leurs expériences pendant que les enfants jouaient dans le jardin. L'arôme de son fameux chocolat chaud attirait souvent tout le monde pour des conversations réconfortantes. Anne et Jean étaient des présences constantes, apportant musique et histoire qui maintenaient vivante la mémoire de Marine d'une manière douce et naturelle. La guitare de Jean avait maintenant de la compagnie. Plusieurs enfants du projet s'étaient intéressés à la musique, formant un petit groupe qui répétait dans le jardin. Mathieu, qui auparavant communiquait principalement par gestes, commençait à faire de petits pas vers, l'expression verbale, inspirée par la poésie de Sophie. Les 2 enfants avaient développé un lien spécial, passant des heures à partager des histoires, lui à travers des dessins, elle à travers des mots. Charles surprit tout le monde en commençant à donner de petits ateliers d'art pour d'autres enfants. Ces dessins, autrefois solitaires, étaient devenus collaboratifs. Sur un mur spécial du centre, une grande fresque grandissait jour après jour
avec des contributions de tous les enfants qui passèrent par là. Chacun dessine à sa façon, expliquait-il simplement aux nouveaux visiteurs, comme les étoiles différentes, mais toutes brillent. Un après-midi, en observant les enfants jouer dans le jardin, Hélène trouva un nouveau dessin dans le carnet de Charles. Il était différent des autres. Il montrait le manoir vu d'en haut, comme si c'était une photographie prise du ciel. Dans le dessin, le jardin formait un motif qui ressemblait à une constellation et chaque personne était représentée par une petite étoile brillante. « C'est ainsi que maman nous voit maintenant », expliqua-t-il, pointant vers une étoile particulièrement brillante qui semblait sourire aux autres. « Elle est heureuse parce que nous avons transformé la tristesse en quelque chose de beau. » Édouard, qui s'approcha à ce moment-là, serra son fils dans ses bras. « Tu sais, Charles, ta mère disait toujours que les étoiles sont comme des phares. Elles n'existent pas seulement pour briller, mais pour guider ceux qui sont perdus dans l'obscurité. » Sophie, qui était à proximité en train de composer un nouveau poème, leva les yeux de son carnet. « C'est ce que nous faisons ici, n'est-ce pas être des phares pour d'autres familles ?» Claire compléta la pensée, comme Hélène l'a été pour nous. Le son de rire d'enfants remplit l'air quand un groupe d'enfants passa en courant, poursuivant des bulles de savon que Mathieu soufflait. Chaque bulle réfléchissait la lumière du soleil, créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient dans le jardin. Rose, observant la scène depuis la terrasse, sourit en voyant comment la prophétie de Marine s'était réalisée. Le manoir, autrefois un lieu d'isolement et de tristesse, s'était transformé en un phare d'espoir pour de nombreuses familles. « L'amour trouve ses chemins », murmura-t-elle, se rappelant les paroles de son ancienne amie. « Comme l'eau qui jaillit entre les pierres, comme les fleurs qui naissent dans le béton, comme les étoiles qui brillent même dans les nuits les plus sombres. » Par une nuit étoilée de printemps, exactement 1 an après l'arrivée d'Hélène au manoir Dumont, la famille se réunit dans le jardin pour une célébration spéciale. L'espace était illuminé par des centaines de petites lumières, comme si les étoiles étaient descendues pour se joindre à la fête. L'ancien livre de contes occupait une place d'honneur sur une table décorée de fleurs du jardin. Ces pages, maintenant augmentées des histoires et dessins de la famille, racontaient non seulement des contes de fées, mais l'histoire réelle de comment l'amour peut transformer des vies. « J'ai une surprise », annonça Édouard, s'asseyant au piano. Ses mains commencèrent à jouer une mélodie que tous reconnurent. C'était la musique que Marine avait laissée pour Hélène, pour celle qui viendra après. Mais il y avait quelque chose de différent. De nouvelles notes s'entremêlaient à la mélodie originale, créant une harmonie plus riche et complexe. « C'est notre histoire », expliqua-t-il, continuant à jouer. « Chaque nouvelle partie représente l'un de nous, comme si nous complétions la musique que Marine avait commencée. » Sophie, inspirée par la musique, se leva pour réciter son plus récent poème. « Nous sommes plus qu'une famille, nous sommes une constellation, où chaque étoile brille, avec sa propre chanson, différent mais unis par l'amour qui nous a guidés, dans une danse de destin que le temps a bénie. » Charles, assis avec son inséparable carnet de dessin, donnait les dernières touches à une œuvre spéciale, un portrait de toute la famille, incluant Marine comme une étoile brillante dans le ciel. Dans le dessin, le jardin se transformait en un champ d'étoiles et chaque personne émanait sa propre lumière unique. Claire, qui était devenue une jeune fille forte et sensible, embrassa son frère en voyant le dessin. « C'est parfait, Charles. Ça montre exactement ce que nous sommes. » Mathieu, qui s'exprimait maintenant de plus en plus par des mots, prit le livre de contes et l'ouvrit à la dernière page. Avec sa voix douce mais claire, il commença à lire le texte qu'Hélène avait écrit ce matin-là. Il y a des histoires qui commencent par « Il était une fois » et se terminent par « Ils vécurent heureux pour toujours ». Mais les histoires, les plus belles sont celles qui continuent à s'écrire chaque jour, avec amour, patience et le courage d'accepter que chaque personne est un univers unique de possibilités. Notre histoire n'a pas commencé comme un conte de fées. Elle a commencé avec la perte, avec la douleur, avec des défis qui semblaient impossibles à surmonter. Mais c'est justement à travers ces difficultés que nous avons appris la plus grande de toutes les leçons, que la famille n'est pas seulement ceux qui naissent avec nous, mais ceux qui choisissent de rester à nos côtés, qui nous acceptent tels que nous sommes, qui nous aident à briller de notre propre lumière. Aujourd'hui, quand je regarde notre jardin plein de vie, notre maison pleine de musique et d'art,
chaque sourire qui illumine les visages que j'ai appris à aimer si profondément, je sais que nous avons trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un heureux pour toujours. Nous avons trouvé un heureux chaque jour, avec toutes ses imperfections, ses défis et ses moments de pure joie. Et ainsi, notre constellation continue de grandir et de briller, guidant d'autres qui, comme nous, sont à la recherche de leur propre place sous les étoiles. Rose apporta un gâteau spécial, décoré de petites étoiles en sucre. Anne et Jean jouaient doucement une mélodie à la guitare, tandis que les enfants distribuaient des morceaux de gâteau à tous les présents. Édouard serra Hélène dans ses bras, observant sa famille, pas seulement ceux qui étaient physiquement présents, mais aussi ceux qui vivaient dans leur cœur. Dans le ciel, une étoile particulièrement brillante semblait cligner en signe d'approbation. « Tu sais, dit doucement Hélène, quand Philippe est parti, j'ai pensé que notre histoire était terminée. Mais il avait raison quand il a écrit que la fin d'une histoire peut être simplement le début d'une autre, encore plus belle. Et là, sous le ciel étoilé, entouré d'amour, de musique et de la magie d'un jardin Renaissance, la famille Dumont continuait d'écrire son histoire. Une histoire qui enseignait que les différences ne sont pas des barrières, mais des ponts,